Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Cherifla TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Saria Bleu. Comme promis, nous sommes aujourd'hui au CIM 2 de Bamako, centre des impôts des moyennes entreprises du district de Bamako et Rive Droite précisément, pour parler de ses missions, ses obligations, ses compétences, ainsi que les droits et obligations des contribuables du CIM. Dans cette émission, il serait question de développer qu'est-ce qu'un centre des impôts des moyennes entreprises et également quelles sont les obligations des contribuables des CIM en matière de TVA, également en cas de retenue à la source, qu'est-ce qui est demandé aux contribuables en termes de droits et de devoirs. L'ensemble de ces questions seront développées avec notre invité du jour, M. Chakoumar Traoré, chef de gestion du CIM 2 du district de Bamako et Rive Droite précisément. Et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Saria Bleu. Monsieur le chef de gestion, nous vous remercions pour la disponibilité. Nous accueillir aujourd'hui pour parler du CIM, Centre des impôts des moyennes entreprises du district de Bamako, et pour répondre à l'ensemble des questions qui vous seront posées. Merci. Merci et soyez les bienvenus. Très bien. Aujourd'hui, nous entendons parler de CIM. Alors, qu'est-ce que le CIM en réalité? Ok, merci M. Soutoura pour cette question. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne privée de télévision Cherifla et particulièrement ceux qui sont des fidèles de l'émission Saria Bleu. C'est une émission que particulièrement je suis de temps à autre et qui s'intéresse à différentes questions d'ordre juridique. Et soyez la bienvenue afin que nous puissions échanger sur la matière fiscale. Et par rapport à la question précisément, qu'est-ce que c'est que le centre des impôts? Qu'est-ce qu'un centre des impôts des moyennes entreprises? Je voudrais d'abord préciser que c'est par un décret de 2019, précisément le décret 2019-0980 PRM du 19 décembre 2019 portant création des services régionaux et subrégionaux de la Direction générale des impôts, que 2 centres des impôts des moyennes entreprises ont vu le jour à Bamako et un centre des impôts des moyennes entreprises à Koulikoro, qui est une autre région administrative. Et présentement, sont opérationnels les 2 centres des impôts des moyennes entreprises relevant de la Direction des impôts du district de Bamako. Et un CIM, Centre des impôts des moyennes entreprises, existe de part et d'autre des rives de Bamako, CIM rive droite et CIM rive gauche. Vous êtes bienvenus au centre des impôts de la rive droite. Le centre des impôts des moyennes entreprises, comme le nom l'indique, est placé sous l'autorité du directeur général des impôts. Donc, à ce titre, il est chargé de la mission classique revenant aux structures de l'administration fiscale, à savoir l'assiette, la liquidation, le contrôle et le recouvrement de l'ensemble des impôts, droits et taxes relevant de sa compétence. Le CIM des moyennes entreprises de la rive droite, à l'image de l'autre CIM, gère les contribuables réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal, disons supérieur ou égal à 100 millions, mais inférieur au milliard de francs CFA. Et ces contribuables peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, des nationaux comme des étrangers. Voilà d'emblée un peu ce que c'est que le CIM, après ce bref rappel un peu de l'historique de la création des CIM. Alors, quelle est la différence, la particularité, je veux dire, entre le CIM et les autres services de la Direction générale des impôts? Quelle est sa particularité? Effectivement, le CIM est issu de la scission de l'ancienne Direction des moyennes entreprises, communément appelée DME, qui a vécu une dizaine d'années. Et bien entendu, suite à des recommandations effectivement des partenaires techniques et financiers, et compte tenu de
la faiblesse des résultats attendus, disons la faiblesse des résultats réalisés par cette direction, que effectivement ces recommandations-là ont naturellement conduit à la création de 2 CIM, en rapprochant ces entités-là des contribuables pour un meilleur maillage géographique. Le CIM est un échelon intermédiaire entre le sommet que constitue la direction des grandes entreprises et la base que constitue les centres des impôts des communes du district de Bamako. Comme je l'ai dit tantôt, les CIM n'existent pour le moment de façon opérationnelle que dans le district de Bamako. La grande particularité entre les CIM et les autres structures, c'est que sur le plan structurel, le CIM n'a pas un service de recensement. L'activité de recensement relève des centres des impôts des communes du district de Bamako. Mais en plus aussi de l'inexistence d'un service de recensement propre au CIM, à ce jour, les CIM ne gèrent pas les dossiers de vérification aussi des comptabilités. Oui, à ce jour. Je pense que des échanges, des discussions en cours et éventuellement élargir l'activité des CIM à la division, l'activité de vérification. Bien entendu, autre différence entre le CIM et les autres services des impôts, c'est sur le plan administratif, c'est que la fiscalité immobilière n'est pas gérée au niveau des CIM. Cela revient également au centre des impôts des communes. Mais il y a une petite particularité en ce qui concerne les baux administratifs, c'est-à-dire les maisons qui sont baillées par l'État. Et là, par une décision administrative, la gestion de ces baux administratifs-là est confiée au CIM. CIM 1 pour la rive gauche et CIM 2 pour la rive droite. Mais l'essentiel des impôts, notamment l'IRF, l'impôt sur les revenus fonciers, la taxe foncière, la TVA sur la location, fait l'objet de retenues à la source par le Trésor public, qui aussi communique ces situations-là aussi au centre des impôts des moyennes entreprises concernées pour pouvoir rattacher ces recettes-là à leur situation. Autre particularité avec les autres structures, c'est sur un plan technique. Sur ce plan technique-là, les CIM, il faut quand même le reconnaître, gèrent des dossiers des contribuables, comme je le disais, dont le chiffre d'affaires est à partir de 100 millions. Mais n'allant pas, ne dépassant pas le milliard. Et à ce titre, les CIM sont des pourvoyeurs, n'est-ce pas, de dossiers pour la direction des grandes entreprises. Autant les CDI, qui sont les centres des impôts des communes, doivent faire monter des dossiers au niveau des CIM. Tous les contribuables dont le chiffre d'affaires atteint le seuil de 100 millions, logiquement, ces dossiers-là doivent être transférés au niveau des CIM. Et les contribuables relevant des CIM qui atteignent un chiffre d'affaires de milliard, les dossiers-là doivent faire l'objet de transferts au niveau de la direction des grandes entreprises. Voilà, grosso modo, les particularités entre les CIM et les autres structures de la direction générale des impôts. Merci beaucoup pour tous ces détails. Et nous voulons aussi savoir aujourd'hui quels sont les impôts auxquels sont assujettis les moyennes entreprises. Bon, à l'image des structures relevant de la direction générale des impôts, les différents échelons que je viens de numérer, à la base les CDI, les CIM au milieu de la pyramide et au sommet de la pyramide les grandes entreprises, nous gérons l'ensemble des impôts relevant de la compétence des CIM. À ce titre, on peut citer des impôts à périodicité mensuelle et des impôts à périodicité annuelle. Pour ce qui est des impôts à périodicité mensuelle, par excellence, la TVA, qui est bien connue par l'ensemble des contribuables et qui est l'impôt le plus malheureusement permissible en matière de fraude, malheureusement. Et donc, la TVA est gérée au niveau des CIM, comme à l'image également de la direction des grandes entreprises. Donc, en plus de la TVA, qui est un impôt lié au chiffre d'affaires, il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui sont liés au salaire
de rémunération versée par l'employeur à ses salariés. Il s'agit de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Il y a également la taxe logement. Il y a l'ITS qui est un impôt supporté par le salarié, mais dont l'obligation de déclaration s'impose à l'employeur. Au-delà de ces impôts qui sont liés au salaire, de par l'activité de certains contribuables, spécifiquement par exemple des hôteliers, il y a certains impôts qui sont spécifiques à ce secteur-là, comme la taxe touristique. Donc lorsqu'il y a des contribuables qui exercent dans ce secteur-là, nous avons compétence à pouvoir aussi procéder à la gestion de ces impôts-là. Et au-delà des impôts à périodicité mensuelle, j'en oublie, certainement il y a aussi l'impôt spécial sur certains produits. Ça dépend de l'activité. Par exemple, les personnes qui exercent l'activité industrielle de production de boissons gazeuses, par exemple, à ce secteur-là d'activité, l'impôt spécial sur certains produits qui est aussi lié au chiffre d'affaires, nous gérons aussi cet impôt. Maintenant, en termes de gestion d'autres impôts, notamment les impôts à périodicité annuelle, il y a la patente professionnelle, il y a la patente sur marché, mais il y a aussi l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et les impôts sur les sociétés. Donc voilà, grosso modo, de façon synthétisée, l'ensemble des impôts qui sont gérés au niveau de CIM. Merci encore une fois pour toutes ces explications. Vous venez tout de suite d'évoquer les cas d'IBC. Ici, nous sommes vraiment curieux de le savoir. Quelles sont les obligations des contribuables de CIM en matière d'IBC? Ok. Effectivement, il faudrait quand même préciser que relève les contribuables qui sont assujettis au régime du bénéfice réel d'imposition, que ça peut être le réel simplifié ou le réel normal d'imposition. Ces contribuables-là sont assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Et c'est là, quand les assujettis à cet impôt-là sont des personnes physiques, on parlera d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Les assujettis à cet impôt, liés bien entendu au résultat de l'activité, lorsque ce sont des entités personnes morales, l'IBIC prendra la dénomination d'impôt sur les sociétés IS. Et les obligations de ces contribuables-là, c'est de souscrire leur déclaration en temps réel et de procéder au paiement de ces déclarations-là en temps réel pour éviter les pénalités. Donc l'obligation de souscription de la déclaration des contribuables relevant des CIM se fait à travers la plateforme informatique qu'on appelle, qui se fait suivant les téléservices. Et les téléservices sont essentiellement les télédéclarations, les téléconsultations et les télépaiements. Et donc l'obligation de déclarer et de payer s'impose aux contribuables des CIM. Mais il y a également, n'est-ce pas, une obligation pour les contribuables des CIM de tenir l'administration fiscale informée de tout ce qui concerne la vie de l'entreprise. Lorsque des modifications venaient à intervenir dans l'activité, dans la vie de l'entreprise, en cas de cession, de suspension d'activité, de fusion ou autre, les contribuables sont tenus de porter cette information-là à la connaissance de l'administration fiscale des CIM. Mais il y a aussi cette autre obligation de répondre à toutes les correspondances que l'administration des CIM, des moyennes entreprises, leur adresse. Et ils sont tenus par des délais et pouvoir répondre à toutes ces correspondances-là émanant de l'administration des moyennes entreprises. Très bien. Vous avez évoqué à l'introduction la question liée au TVA.
Alors aujourd'hui, quelles sont les obligations des contribuables des CIM en matière de TVA également? Les obligations des contribuables des CIM en matière de taxes TVA, oui. ajoutées. En ce qui concerne la TVA, j'avais dit tantôt que c'est l'impôt qui est le plus difficile à gérer. C'est un impôt très complexe. Un impôt dont la gestion se prête à beaucoup de fraude. Et les meilleurs efforts de gestion de cet impôt-là, en tout cas au niveau de la Direction générale des impôts, sont en train d'être initiés afin de pouvoir maximiser les recettes liées à la TVA et par conséquent de réduire la fraude en matière de TVA. Donc la TVA, il faut bien entendu l'entendre, parler de la TVA retenue à la source. Oui. Et il faut se dire que cette retenue à la source peut intervenir à deux niveaux. Lorsque les contribuables des CIM sont fournisseurs de biens ou services avec l'État, ou lorsque les contribuables des CIM sont fournisseurs de biens et services ou travaux avec d'autres entités importantes dont la liste est limitativement énumérée par une instruction, une lettre circulaire, disons, du ministre de l'économie et des finances, habilitant ces entités-là à procéder à la retenue à la source. Donc, il faut, n'est-ce pas, savoir se situer dans le cas de figure où la retenue à la source TVA est opérée par le Trésor public. Là, dans ce cas, le droit pour le contribuable du CIM, c'est bien entendu de se faire assister par les conseils pour éviter des erreurs de déclaration. Il doit également chercher à obtenir copie des certificats de retenue à la source que le Trésor public doit lui délivrer lors du paiement de ces mandats-là. Et il a l'obligation, n'est-ce pas, en souscrivant sa déclaration de la période concernée par la retenue à la source, de servir la ligne de TVA, de la déclaration de TVA concernée. Je pense bien qu'il s'agit de la ligne 116 qui concerne la TVA retenue à la source par le Trésor public. Et donc cette TVA-là, le contribuable en remplissant sa déclaration et en servant cette ligne-là, informe l'administration comme quoi il a bénéficié d'un paiement et que le Trésor a procédé à la retenue à la source de 40% du montant de sa TVA. La retenue à la source, elle ne concerne que cette proportion-là, ce n'est pas la totalité. Ah bon? Il faut le préciser. 40% de la TVA sont retenus à la source par le Trésor, les 60% sont reversés ou sont virés dans le compte du contribuable en question qui a le droit de prendre en déduction la TVA qu'il a eu à supporter sur éventuellement ses opérations d'importation ou bien les règlements de ces factures-là sur les frais généraux. Donc ils vont venir en déduction. Mais la TVA retenue à la source est une information donnée à l'administration des CIM. Et cette TVA, elle n'est pas déductible. En ce sens que la déclaration de recettes là, que le Trésor a eu à faire, ce Trésor-là va communiquer cette situation au receveur du centre des impôts compétent qui aussi va procéder à l'appurement de la dette du contribuable. Donc là, relativement à cette opération-là. Et ça, c'est des opérations de retenue à la source liées au Trésor. Mais en ce qui concerne les autres clients que je disais tout de suite là, que la lettre circulaire du ministre a limitativement énuméré, donc les retenues à la source aussi, c'est toujours dans la même proportion de 40%. Il s'agit, les contribuables des CIM peuvent être des fournisseurs des sociétés minières, par exemple, ou bien ils peuvent être des fournisseurs de certaines entités importantes, relevantes, autres que l'État en fait. Et donc, ces contribuables-là, n'est-ce pas, qui sont aussi contribuables, le plus souvent relevant de la direction des grandes entreprises, vont procéder à la retenue à la source à hauteur de 40%. Et ce montant retenu à la source à hauteur de 40%, à la différence de la retenue à la source opérée par le Trésor, constitue une TVA déductible pour la détermination de la TVA nette à reverser par le contribuable relevant du CIM. Donc, à l'image d'autres opérations qui peuvent mener dans la période-là,
Donc, notamment s'il a effectué des opérations d'importation, la TVA payée au cordon douanier, la TVA également liée aux frais généraux, tout cela fera l'objet de déductions à l'image des 40% de TVA retenus à la source par le client autre que l'État. Et je pense que c'était une question très importante qui aujourd'hui n'a pas été bien assimilée par les contribuables. Puisque déjà, vous savez autant que moi que le pays est dans des difficultés, dans une crise depuis bien longtemps et l'État a besoin de recettes. Cette modalité, bien entendu, elle avait été abandonnée depuis 2011, mais pour des questions, disons, de survie, des questions d'intérêt national, l'État, à travers cette lettre circulaire-là, a rétabli effectivement la retenue à la source à hauteur de 40% afin de pouvoir maximiser les recettes pour faire face aux besoins d'urgence. Très bien, je pense que l'explication a été précise, claire. Conformément au timing, nous voulons savoir dans le cas d'espèces, qu'est-ce que le quitus fiscal? Qui a droit à ces documents et qui doit en être privé? Le quitus fiscal, bien sûr. Ok, merci bien, M. Soutoura. Le quitus fiscal est un document signé par le service des impôts et l'administration des douanes qui atteste qu'un contribuable est à jour vis-à-vis de ses obligations fiscales de déclaration et de paiement et qu'il n'a pas d'arriéré d'impôt. Et ce document-là comporte une durée de validité puisqu'un contribuable peut être à jour à un moment donné et avec le temps il peut être défaillant au regard de ces obligations-là. D'où la validité là est limitée dans le temps, il est de 3 mois, la durée de validité. Et donc, ce quitus-là, effectivement, dans le temps, faisait intervenir différents services dans le traitement et l'obtention. Mais je pense que, pour être assez précis, le quitus fiscal est un document délivré par l'administration fiscale et l'administration des douanes et qui atteste que le contribuable est à jour du paiement de ses impôts et de ses taxes. À chaque fois que nous arrivons dans les services des impôts, qu'ils soient à Bamako ou dans les capitales régionales, nous voyons affiché quelque part quitus. Quitus, c'est quoi concrètement ces termes? Ok. Merci Soutoura. Je disais tout de suite que le traitement du quitus faisait intervenir différentes administrations. La Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes, le Trésor. Donc, l'institution du quitus, de e-quitus ou quitus électronique, quitus dématérialisé, un premier objectif, c'est de réduire le temps de traitement. Par une instruction, permettez-moi de regarder bien les références, par une instruction du ministre de l'économie et des finances, l'instruction 2023-0318 MEF-SG du 10 mars 2023, cette instruction-là a réorganisé le processus de délivrance du quitus. Ça a réorganisé le processus de délivrance du quitus en sortant du processus-là le Trésor public. Et cette instruction précise que le traitement, n'est-ce pas, des demandes de quitus est totalement dématérialisé à travers la plateforme e-quitus, plateforme informatisée. Et l'accès à cette plateforme informatisée se fait à travers le site web de la Direction générale des impôts. Il y a lieu de rappeler que ce site-là est www.dgi.gouv.ml où à travers effectivement d'autres canaux d'information, n'est-ce pas, les contribuables peuvent avoir accès à cette plateforme et par conséquent procéder à leurs demandes en ligne. Et ces demandes-là vont être traitées
de façon ordonnée. Et quand le contribuable fait sa demande de e-quitus à travers la plateforme informatisée, de façon automatique, le receveur du centre des impôts a accès. Et il va analyser la situation des comptes d'impôts de ce contribuable-là et s'assurer que le contribuable n'a pas d'arriéré d'impôts. Et si il se rend compte que les comptes du contribuable sont clean, il va procéder à la prévalidation de la demande du contribuable. Bon, la direction générale des douanes peut éventuellement intervenir au cas où c'est des contribuables qui font des opérations d'importation. Okay. Au niveau de la prévalidation, le receveur des impôts peut prévalider, mais si c'est un opérateur économique qui fait des opérations d'importation, il faut aussi que la douane aussi prévalide. Et la douane va vérifier que le contribuable n'a pas d'arriéré au niveau des services des douanes. Et lorsque la prévalidation est faite par ces services antérieurement, et là, en dernier lieu, il reste le chef de centre qui va procéder aussi à la validation, qui aussi a les privilèges, les prérogatives de vérifier à son niveau. Il peut aussi rejeter, et quand il rejette, il doit motiver, évoquer les motifs de rejet. Et le contribuable va accéder à ces motifs-là. Donc, toutes les fois que l'administration ne donne pas une suite favorable, l'administration est tenue de motiver. Pourquoi elle n'a pas réservé une suite favorable à la demande du contribuable? Sinon, la procédure, le processus de traitement était vraiment digitalisé, dématérialisé, et il s'est fait dans un laps de temps, un temps très très limité. Et le contribuable dont la demande est validée, il peut se connecter, étant dans son bureau, n'est-ce pas? Il a accès aux documents validés qu'il va imprimer. C'est un document sécurisé, il faut le préciser, comprenant comment on appelle, il y a un code barre qui sécurise le document, un sticker, effectivement. Et quand il l'imprime, il va apposer un timbre fiscal de 7500 sur le document, et le document il est validé, contrairement en fait à l'ancien système qui était lourd et qui prenait des jours et qui pouvait même sevrer certains contribuables de certaines opportunités. Donc vraiment, pour pouvoir réduire le temps de traitement, le ministre de l'économie et des finances a en tout cas pris cette instruction-là qui, il faut le reconnaître, est d'un grand apport. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces détails. Nous arrivons à la fin de l'émission. Pour conclure, quel message lancez-vous aujourd'hui à l'endroit de ces contribuables-là pour quand même rehausser encore les résultats de cette année? Merci M. Soutoura. Appel, c'est que je m'inscris dans la vision de la Direction générale des impôts, d'être une vision qui consiste à être une administration performante offrant la meilleure qualité de service. Il faut se dire, nous, administration, nous existons parce que les usagers de l'administration sont là. Nous sommes là pour être au service de ces usagers de l'administration. Et que ces usagers sachent que l'administration fiscale, qui reste largement méconnue du plus grand nombre, et j'invite les contribuables à franchir ce Rubicon-là, à venir vers l'administration, à venir à la source. Et cela permet d'éviter énormément d'erreurs et par conséquent des pénalités à payer, suite souvent à des incohérences, à des inexactitudes, à des omissions dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Donc l'administration, la Direction générale des impôts, à travers ce service de concentré que nous sommes, le CIM, nous sommes là au service des contribuables. Donc de ne pas hésiter de venir vers nous, et nous avons un service d'accueil qui est disponible, et
toutes les fois qu'ils ont des préoccupations, qui passent par ce service-là, si le service d'accueil n'a pas les réponses à leurs préoccupations, il les conduit devant le supérieur hiérarchique indiqué afin que leurs préoccupations puissent être prises en charge. Mais il y a également d'autres créneaux, l'utilisation de boîtes aux lettres, où ils peuvent faire des suggestions pour exprimer leurs préoccupations ou pour exprimer leur satisfaction quant à la qualité des services qui leur sont rendus. Donc nous restons toujours au service des usagers et sans lesquels nous n'avons pas une raison d'être. Voilà, donc nous restons vraiment cette administration qui s'inscrit dans cette vision d'administration performante offrant la meilleure qualité de service. Merci beaucoup, monsieur le chef de gestion. Ok. À moi de vous remercier pour cette occasion que vous nous offrez. Merci pour nous adresser à vos téléspectateurs et à l'ensemble des contribuables. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui d'informer ces usagers, ces contribuables à travers cet entretien, cette entrevue. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette entrevue. L'occasion pour nous de féliciter, de remercier la Direction générale des impôts, tous les cadres, tous les personnels des impôts à travers le pays. Bravo encore une fois pour l'exploit, pour le résultat obtenu. Restez connectés au programme de Cherifla TV la semaine prochaine pour les mêmes numéros en langue bamanankan, Inch'Allah. Et bonne suite de programme sur Cherifla TV.